Ta première montre, si tu recommençais tout à zéro. Une Daytona. Je me demande même si ils n'ont pas recréé cette montre dans le seul but de mettre en valeur le mouvement, en se disant nouveau mouvement, on va ressortir un nouveau modèle. Le modèle de tes rêves les plus fous. Audemars Piguet. Ce programme vous est présenté par Dailyshoes, la première plateforme d'avis clients sur les montres. Des milliers de passionnés comme toi partagent leur avis sur leurs montres pour aider les autres à faire le bon choix. Rendez-vous sur www.dailyshoes.com pour raconter comment tu aimes ta montre. Salut Fred. Salut Xavier. Ça va ? Ça va et toi ? Les amis, vous le reconnaissez, c'est Fred. Il était venu à la saison 5, épisode 1, tu t'en souviens ? Ah oui, c'est il y a 2 ans déjà, je crois. T'étais venu avec quelle montre ? J'étais venu avec une Audemars Piguet 26-240 cadran noir. Waouh, donc c'est un chrono pour ceux qui s'en souviennent Exactement. pas. Attendez la fin de cette vidéo pour retourner voir ce dont nous parlait Fred à l'époque. Là, tu viens avec un truc complètement différent, mais pas complètement non plus. Ah, tu viens avec la Land Dweller. Exactement, en 40 mm. Tu l'as mise au poignet ? Ah oui. Moi, je me souviens, il a un poignet de fourmi. Je vais quand même essayer de la passer. Tiens, alors évidemment... Alors attends, j'ai enlevé 4 maillons avant de venir. Je savais qu'il y avait cette histoire. Je suis venu avec la Royal Oak, je sais que tu la connais déjà. Bien sûr. Je suis venu avec celle-ci lorsqu'on avait fait ton chrono. Je me suis dit que c'est bien. C'est une 40 celle-là ou une 39 ? 40 mm. 40 mm. Ouais, 40 celle-là, mm. c'est une 39. On va pouvoir se faire un petit comparatif. Ouais. Voilà. Alors, Rolex Land Dweller, nouveauté Watches and Wonders 2025. Exactement. On va peut-être parler tout à l'heure des nouveautés 2026 et échanger un petit peu là-dessus. Raconte-nous, tu l'as eu quand celle-là ? Je l'ai eu il y a 3 mois. Voilà, à peu près. 3 mois, je l'ai acheté. J'hésitais avec une autre montre et après, à force en réflexion, je l'ai essayé et j'ai vraiment tout de suite accroché sur ce modèle. En 2 ans, il n'a pas pris de poids, les amis. Non. En tout cas, pas au niveau de... T'es un fou du bracelet intégré, toi, en fait. Ouais, c'est vraiment... je trouve que ça fait vraiment... au niveau de la montre, ça lui donne vraiment un super aspect, une finition comme une sorte de monobloc en acier taillé. J'aime beaucoup en fait. Et puis tu peux les porter beaucoup plus que tout ce qui est bracelet en cuir ou même bracelet caoutchouc, comme par exemple des Daytona Oyster Flex. C'est pas trop mon truc. Je préfère que ce soit vraiment la même composition de bracelet et la même composition de matière sur toute la montre. Wow, les amis, voilà. on va se régaler dans cet épisode. Il nous branche direct sur les bracelets rubber. Attends, je lui ai sorti le 60 secondes chrono. Allez. Pourquoi ? Parce que quand tu étais venu, il n'y avait pas. Non, il n'y avait pas, je ne l'ai jamais fait. Ah, bah voilà. Alors attention, ça va basculer. Alors attends, vas-y, je suis prêt. Vas-y. Alors, allez, tu go. regardes en premier dans une montre. L'aspect général. Ta complication préférée ? La date. Expérience boutique ou solitude digitale ? Expérience boutique. Sur quelle plateforme tu trouves les meilleurs avis clients ? Dailyshoes. Ah ouais, Dailyshoes, les amis. Vous allez voir, il va y avoir une pub qu'on va sortir, un truc très très drôle avec plein d'accents. On va se marrer. En tout cas, moi, je me suis marré. J'espère que vous vous marrez également. La montre préférée de ta collection ? Une 15-202. Audemars Piguet. Ok, Royal Oak. Exactement. Es-tu intéressé par les micro-marques ? Oui. T'as envie d'en citer une ? Baltique. Tu préfères acheter neuf ou d'occasion ? Les deux. Vraiment, pas d'avis. Série limitée ou non ? Non. Ta première montre, si tu recommençais tout à zéro. Une Daytona. Ok. Est-ce que c'est ton truc, les horlogers indépendants ? Oui. Ok. Acheteur instinctif ou réfléchi ? Les deux. Les deux. La montre que tu regrettes d'avoir vendue ? J'ai pas vendu. Pas de regret. Pas de regret. Bracelet rubber ou bracelet NATO ? Rubber. Ah bah voilà. Pas NATO. Ouais, parce que j'aime la boucle. Tu te vois avec une montre intégralement en or ? Oui. Ouais. Ouais. Ta prochaine montre ? Une autre Master Titan. Ouh, le modèle de tes rêves les plus fous. Une Audemars Piguet quantième perpétuelle. Ok. Ouais. S'il devait t'en rester qu'une dans ta collection, ce serait laquelle ? De toute la collection, je pense qu'au final, en sentant réellement le poids de l'histoire, j'hésiterai entre Daito et 15-202, et à la fin, je pencherai pour une 15-202. Ah voilà, un amoureux des bracelets intégrés, 15-202. Là, on a une 15-300, et là, on a une Land Dweller. Alors, c'est quoi la référence de celle-ci ? Alors, le code, le numéro, je le connais pas. Je sais que ça commence par un 2, mais après, je ne sais plus, 226, 700, non. Non, mais c'est intéressant. Pourquoi je te pose cette question-là ? Parce qu'en fait, pour des modèles
historique en fait. C'est une montre qui a un an. Ouais, tout à fait. Pour des modèles historiques, 15202, 16610, 116520, etc. Des détos connus, des modèles connus, 5711 chez Patek, etc. Et ils sont inscrits dans notre culture, pour ceux qui l'ont en tête, les amis. Sinon, c'est vraiment des références qui se sont succédées. Ouais, on connaît un peu les numéros. On est sur quelque chose de nouveau. Je sais que c'est 226 quelque chose, je crois, mais je suis plus. Je sais en tout cas que ça commence par un 2 parce que sur les nouveaux mouvements, ils ont commencé par un 2. Les meet-up d'Alichus cartonnent. Il y a quelques semaines, c'était à Genève à l'occasion de Watches and Wonders. 2026, on était plus de 60, on s'est régalé. Le prochain, est-ce que tu veux savoir quand c'est ? C'est le jeudi 28 mai à Bordeaux, la veille du salon Timefest qui cette année a lieu vendredi après-midi et samedi, et le jeudi soir pour les Bordelais, les Toulousains, les gens de Périgueux, les Parisiens, il y a même des gens de Suisse qui vont nous rejoindre. Il y a déjà pas mal d'inscrits, on va se régaler comme l'année dernière. Va en description, clique sur le lien si tu veux t'inscrire et nous rejoindre. Ça, c'est à Bordeaux, mais alors qu'est-ce qui se passe au mois de juin ? Il se passera pas mal de choses, mais le premier truc que je peux vous dire, je serai aux 24 heures du temps à Besançon. J'animerai une conférence sur les collectionneurs et notamment le vintage. Eh bien, ça a lieu le week-end du 20-21 juin. Donc il y aura un meet-up d'Alichus le vendredi soir ou le samedi soir. Regarde sur la plateforme, clique sur le lien en description, tu pourras t'inscrire. Besançon, c'est top, c'est à 2 heures de Lyon, c'est à 2h30 de la Suisse, c'est à 3h30 de TGV de Paris. C'est le temple de l'horlogerie en France, on va se régaler. Si vous voulez passer un bon moment, c'est le moment d'aller à Besançon. Rendez-vous en description avec le lien tous les meet-up ou le lien pour le meet-up à Bordeaux et à Besançon et on se retrouve là-bas pour faire la fête, voir des belles montres et passer un bon moment. Ok. Donc là, on a une montre intégralement en acier, lunettes cannelées en or blanc, typique de Rolex. Là. De toute façon, il n'y avait que deux choix. Hein. C'était en acier, c'était soit en 36, soit en 40 mm et c'était un cadran blanc. Ce qui tombe bien parce qu'en fait, ce qui m'a fait basculer sur cette montre, au final, par rapport à une Yachtmaster, ça a été la couleur du cadran. Voilà, le cadran blanc. Parce que j'avais pas de cadran blanc dans ma collection et je l'ai trouvé très sympa avec son nid d'abeille. Je l'ai trouvé très joli et c'est lumineux. Ouais, Yachtmaster, c'est la Yachtmaster en titane. En titane, donc ça c'est un 42. Ouais, 42 mm. Ah ouais, ok. Ouais. Ok, c'est quand même vachement différent. C'est différent, mais en termes de portée sur la titane, c'est vrai que pour l'avoir essayé, elle est tellement légère. Et comme elle est vraiment très foncée, on a moins l'impression d'avoir cet aspect 42 mm. J'ai l'impression que ça réduit un petit peu le noir, réduit un petit peu le diamètre de la pièce. Ok. C'est une montre de mémoire, il y a plus d'une trentaine de brevets dessus, parce qu'il y a un nouveau bracelet, il y a un nouveau boîtier. Alors il y a un boîtier hérité de l'histoire des montres à quartz des fins des années 60, début 70 de Rolex. Mais qu'est-ce qui t'a convaincu ou qu'est-ce qui t'a intéressé sur ce produit-là, entre d'un côté la marque, l'innovation sur le mouvement dont on va parler bien évidemment, un cadran qu'on n'avait pas vraiment vu, il y a des vieux modèles où ils avaient déjà essayé ce genre de choses. Comment tu présentes tout ça ? En fait, il y a, je pense que réellement le point décisif qui m'a fait en fait basculer en fait sur cette montre, ça a été le fond de boîte ouvert avec leur nouveau mouvement. Okay. Je pense que ça, on le voyait sur les Daytona. Ils l'ont sorti sur les Daytona, mais très 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 haut de gamme. Les Le Mans ou la dernière là, Watches and Wonders 2026. Et c'est vrai que celle-là, on n'avait pas besoin d'aller tout de suite taper sur de l'or ou du platine pour avoir un cadran ouvert. Bon, t'avais les Cellini. Déjà, les 1908, les 1908, les nouvelles, où tu avais le fond de boîte ouvert. Et là, sur celle-là, c'est vrai que je trouve que le mouvement était assez joli, pour un mouvement presque semi-industriel, on va dire, en termes de fabrication. Bien sûr. Et les innovations, l'échappement qui a complètement changé. Et ça, c'est vraiment, je pense, la principale innovation. Et je pense même, tu vois, que qu'on va retrouver ce type d'échappement dans beaucoup de futures montres Rolex, parce qu'ils ont quand même mis plus de 10 ans à le fabriquer, ce nouvel échappement, et c'est ça en fait la véritable innovation. Et je me demande même si ils n'ont pas recréé cette montre dans le seul but de mettre en valeur le mouvement, en se disant nouveau mouvement,
on va ressortir un nouveau modèle. Ouais, c'est probable, c'est clair, c'est que Rolex nous avait habitués depuis toujours à pas ouvrir ses fonds de boîte. Exactement. Il l'avait fait en 2024 avec une Daytona en platine de mémoire. Ouais, la première c'était ça. Ouais, alors c'est bien ce que tu dis parce que j'ai pas réussi à trouver les visuels de la Daytona en cadran lac dont tu parles. La nouvelle. Ouais, celle-là, elle a le fond de boîte ouvert. Elle a le fond de boîte ouvert, ouais. Ok. Il y a sur celle-là, il y a très peu de différences qu'ils ont sorties. Elle a, je crois, lunettes en platine, fond de boîte ouvert et le cadran émaillé. Voilà. Non, mais c'est clair. Bah là, franchement, il y a plus de 30 brevets, je le disais tout à l'heure. Il y en a 13 uniquement sur le calibre. Exactement. 71, il y a même 35. un brevet sur la façon dont les cornes ont été intégrées. Ouais, non, mais c'est toujours un énorme boulot chez Rolex. Après, on aime ou on n'aime pas, mais c'est des travailleurs sur le long terme. Et je suis d'accord avec toi, ils n'ont pas sorti ce nouvel échappement qui s'appelle Dynapulse. Exactement. Là, on reconnaît la patte de Rolex à donner des noms aux innovations. Ils ont parfaitement raison et derrière, ça leur permet dans leur communication d'être vraiment des rouleaux compresseurs. Moi, ce que je salue dans le lancement de ce modèle, c'est ils sortent un nouveau calibre qui est tout de suite dans l'ADN et le positionnement de Rolex, c'est-à-dire quel certificat Rolex Officially Certified Chronometer. Donc c'est -2 + 2. Exactement. Sacré risque si on compare aux bagnoles. Quand un nouveau modèle de bagnole sort, attention, les premières qui sortent de l'usine, c'est les bêta-testeurs. Il va y avoir des problèmes de retour, etc. Les amis, dites-nous ce que vous en pensez. Alors bien évidemment, si vous avez une Land Dweller comme toi, Fred, rendez-vous sur la plateforme Dailyshoes pour partager votre avis dessus. Je salue Alejandro. Il était au Je l'ai vu, meet-up. lui, il l'avait en 36 mm. Bien sûr, voilà, il était au meet-up à Genève lors des Geneva Watch Days. Les Watches and Wonders, on était plus de 60. Au Honolulu, près de la place de la synagogue à Genève. Fantastique. Merci Elliot pour m'avoir aidé à l'organisation et à tes potes de Corse. Les amis, je vous salue. On a passé une super soirée. Il y avait vraiment du monde entier qui était là. Je vous parlerai tout à l'heure des prochains meet-up que j'organise. Donc, le mouvement, l'innovation du mouvement, 5 Hz. Ouais, tout à fait. Toi qui es tu m'as surpris tout à l'heure en disant tu es intéressé par le vintage. Je t'ai plutôt vu avec des montres récentes ou qu'on une dizaine d'années max. Ouais, exactement. Je suis un grand maniaque. Je suis plutôt sur du moderne. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Parce qu'à un moment, quand tu aimes bien en fait un peu vraiment les montres, tu commences après à te rapprocher au plus près des modèles historiques. Et sur certains, forcément, tu commences après à basculer un petit peu dans le vintage. Quoi. Est-ce que tu valides, ça fait combien de temps que tu as 3 mois? Ouais. Tu valides t'as la même précision qu'avec tes autres Rolex, tu vois. Est-ce que quand tu la mets, tu te dis waouh, je suis avec une Rolex, c'est confortable, c'est bien fait, c'est bien fini, c'est précis. Ouais, franchement, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Tu sens que c'est au top au niveau de la fabrication, sur tout dans le moindre détail, dans les maillons, dans la couronne, dans tout, quoi. On sent que c'est vraiment bien travaillé et vraiment bien fini. Et on voit plus beaucoup de différences après, presque en termes de fabrication sur des modèles ou des marques qui sortent beaucoup moins de montres. Je comprends. Ouais. Parle-nous un petit peu du bracelet, qui est ni un jubilé, ni un président, ni un écrasé, quoi. En gros, c'est ça. Ils ont pris un jubilé, ils ont tapé dessus avec un marteau et ils l'ont aplati. Donc en fait c'est ça, c'est un jubilé. Il est assez confortable. La seule chose qu'il y a, et ça ils n'ont pas réussi à l'intégrer, c'est qu'il n'y a plus d'EasyLink, tu sais, pour pouvoir gagner 5 mm. Ouais, mais est-ce que tu as un EasyLink sur les jubilés? Oui. Sur les boucles, à l'intérieur de la boucle. Il est drôle, parce qu'il a vu que c'est ce que je regardais. Effectivement, je regardais, il n'y a pas. Mais c'est le seul truc. Ouais, mais là, on a un fermoir, regarde. Alors, le seul truc qu'il y a, et la seule chose, en fait, le seul truc négatif que j'ai après les 3 mois, au final, c'est comme tu n'as pas de boucle et que tu as un bracelet intégré, le seul moyen d'ouvrir la montre, c'est de déclipser le signe Rolex. Toi, tu as de la chance, tu as des ongles. Moi, j'en ai pas. Une fois sur deux, j'ai un peu de mal à l'ouvrir. Je suis obligé de la garder au poignet. Quel dommage. Pauvre bichon, il n'arrive pas à l'enlever.
à l'enlever. J'ai besoin d'aide. Ah, c'est bon, c'est bon. Voilà, c'est la seule chose vraiment que, après la boîte, en termes de finesse, c'est exceptionnel. Je sais même pas si avec la lunette, on doit frôler un tout petit peu plus le 11 mm d'épaisseur, peut-être un tout petit peu moins, mais à mon avis, ouais, on doit être sur 11 mm. Mais, et puis le 40 mm, en fait, il est très fin, quoi. Parce que c'est un 40 mm, mais... Fais voir avec la mienne, là. Vas-y, enlève. Parce que t'es en 40, moi je suis en 39, et la tienne a l'air... Ouais. Elle a l'air un peu plus fine, hein. On a l'impression, quoi. Il n'y a pas, en fait, parce que généralement, quand on va sortir sur un 40 mm, on va mesurer la taille du boîtier, puis après, tu as plein de choses à côté qui font qu'un 40, en fait, il sort à un 41, un 42, tandis que là, c'est un 40 pur, quoi. Il n'y a rien d'autre qui dépasse à part la couronne, quoi. Là, on a une couronne classique chez Rolex. Couronne classique, couronne vissée, étanche 10 bars, donc top, hein. Ça c'est génial. Et puis il y a un truc aussi, j'ai vu, parce que j'avais regardé quand même avant certains avis pour la Land Dweller, il y en a qui n'aimaient pas trop les chiffres, le 6 et le 9. Ils aimaient pas. Ça tombe bien, moi non plus. Voilà. Voilà. Alors peut-être. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus ? Moi j'ai à dire sur ça que, bon, déjà premièrement, ça donne de la symétrie au cadran. Je vais essayer de te vendre mon cadran. Ça donne de la symétrie au cadran. C'est-à-dire qu'en fait, tu as 4 points. La couronne, le 9, le 6 et la date. Ouais. D'accord ? Et deuxièmement, quelque chose d'utile, c'est que quand la nuit, tu veux regarder l'heure, tu arrives beaucoup plus facilement à voir où se trouvent les aiguilles parce que tu as le 6 et le 9 qui s'éclairent. Eh oui. Et voilà. Pourquoi il regarde l'heure la nuit ? Parce qu'il n'a pas réussi à l'enlever. Parce que je n'ai pas réussi à l'enlever, donc je l'ai gardé à mon poignet. Exactement, voilà. Donc voilà, moi j'aimais bien cette symétrie, je la trouvais au final un peu sympathique. Non, mais honnêtement, c'est bien vendu. Voilà. C'est bien vendu. C'est ce que j'ai trouvé sympa. Mais moi, ça ne me séduit pas. Okay. Mais c'est pas grave. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que j'aime bien les montres asymétriques. Et c'est vrai que là, il y a une asymétrie complète. Les mecs, vous allez vous dire que je suis un maniaco-dépressif. Putain, faut que tu me files des médicaments, merde, quelque chose, toi. C'est que là, on a presque, finalement, le résumé de ce qui peut me gêner dans les chiffres romains. Ouais. Cette espèce de truc, ça part dans tous les sens. Et en fait, là, on est le 24. C'est la date. Ça peut être un autre jour du mois. La couronne, comme tu le dis, le 6, le 9. Pour moi, cette montre-là, je pense que le cadran, en tout cas au niveau des index, serait plus intéressant avec des index bâtons partout. Et puis la couronne comme ça en applique, que j'aime beaucoup. Et regarde, c'est comme sur la 15300. Sur celle-ci, sur la 15300. Parlons d'un truc où moi, je comprends pas la terminologie qui est utilisée. Je pensais que c'était le marché qui disait qu'il y avait un cadran en nid d'abeille. Ouais. Mais non, même sur le site de Rolex, c'est écrit comme ça. En nid d'abeille, ouais. Les mecs, je sais pas si vous avez déjà vu un nid d'abeille, mais là, c'est des abeilles, elles se sont fait écraser la gueule. Ouais, ils sont un peu... Voilà, qu'est-ce que tu en penses de ce cadran, toi ? En fait, je trouve que ça s'intègre pas mal. Ça donne un peu certains reflets plutôt qu'un blanc laqué ou qu'un blanc crème. J'aime bien, je trouve que j'aimais bien cette composition sur le cadran. Après, à mon avis, ils sortiront d'autres cadrans. Ouais, mais si tu regardes bien, vous ferez le jeu avec toutes les lunettes cannelées de Rolex. Si vous regarderez le cannelage en creux, c'est-à-dire vous êtes dans la vallée, en fonction de la lumière, de fait, vous avez une forme géométrique à 6 côtés, qui est exactement la forme de ce nid d'abeille écrasé. Et si on regarde toute l'identité visuelle et stylistique et du design des AD Rolex, avec l'espace Rolex, c'est particulier si vous allez à Tokyo. Alors je sais, les mecs, il faut y aller à Tokyo, etc. Mais le bâtiment Rolex à Ginza, à l'extérieur, vous avez cette forme. Et pour moi, c'est le fluted, c'est-à-dire c'est le cannelage qu'on peut remarquer. Alors, comment ils communiquent ça là-dessus ? Voilà, je suis peut-être complètement à l'ouest, mais esthétiquement, c'est ce que je vois. Donc c'est intéressant parce que ça ancre la lunette cannelée, c'est quand même un élément distinctif, appartient pas à Rolex, mais dans l'imaginaire et dans ce qu'on regarde sur les montres, en fait, c'est Rolex. Voilà. Et ça, de ce point de vue-là, ce qui est marrant sur cette montre, c'est que la lunette, elle est en or, mais si tu regardes bien, j'ai cherché, il n'y a pas de poinçon. Purée. Il n'y a pas de poinçon. Est-ce que c'est par rapport à la quantité d'or ? Mais il n'y a pas de poinçon. Et pourtant, si Rolex dit qu'elle est en or, c'est que c'est en or.
Mais j'ai pas trouvé de poisson nulle part. Alors que sur une Datejust, sur n'importe quel autre monde, dès qu'il y a de l'or, il y avait le poisson. Est-ce que c'est parce qu'il y a une quantité qui nécessite pas? Attends. Sur une Datejust à lunettes cannelées, quelle qu'elle soit, une 36, je crois qu'il y a le une poinson, une Datejust 2, etc. Il y a un poisson. Il y a un poinçon en or à l'arrière. Il faudra vérifier, il faudra qu'il vérifie. Mais il me semble l'avoir vu parce que j'ai cherché sur celle-là, parce que je voulais voir un peu où était le numéro de série et tout, et je me suis dit, ah tiens, il n'y a pas de poinçon. Et c'est... Alors, je sais pas pourquoi. Aucune idée. Ok, t'as une Datejust? J'avais une Datejust. T'avais une Datejust. Ouais. À quoi, comment, c'est aussi intéressant en termes de business, hein, ce lancement, puisque c'est à quoi, prix catalogue, c'est quoi, 14 000? Non, je crois qu'elle est 15 500, 15 600. 15 500, 15 600. 15 600. Aujourd'hui, hein, dans 2 ans, elle sera 3 aiguilles datent, hein, c'est quasiment le double d'une Datejust, exactement. Avec les augmentations de prix. Ouais. Et c'est intéressant parce que tu as des marques qui augmentent beaucoup leur prix, Rolex les augmente aussi, on va pas se mentir, mais là il y a quand même nouveaux boîtiers, nouveaux cadrans, nouveaux mouvements surtout. Nouveaux bracelets, beaucoup de brevets. Ouais. C'est quoi le rapport qualité-prix de tout ça? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je trouve que par rapport à l'innovation et par rapport en fait à la gamme Rolex en fait, parce qu'il faut être cohérent avec sa gamme, elle est placée pour le moment à un bon prix, au prix correct en fait par rapport à la gamme, aux entrées de gamme, aux moyennes gammes, aux gammes supérieures. Elle est bien placée. Combien ça coûte une Datejust Jubilé, lunettes cannelées? Ouais, combien ça coûte? En bleu, on va dire, allez. Non, un peu plus, je crois. 9 000? Ouais, 9 000. Bon, ils vont bientôt arriver à 10 000. Ouais, bon, 10, ouais, allez, on va arrondir à 10. Voilà, donc là, tu prends 5 de plus, mais il y a l'innovation, quoi. Tu as quand même le dernier calibre, quoi, chose que tu n'as pas du tout sur une Datejust. Donc forcément, le RD, ça se paye, quoi. À un moment, quand tu réfléchis 10 ans sur un nouveau mouvement et que tu le lances sur une toute nouvelle montre, forcément, à un moment, tu le retrouves dans le prix, quoi. Là où je vois, c'est que par rapport à une Skydweller, bon, elle a beaucoup moins de complications, mais une Skydweller, je crois que maintenant, elle est à 16 ou 17, quoi. La différence, elle n'est pas folle, alors que pourtant une Skydweller, elle a des complications plus évoluées quand même. Ouais. Peut-être que son bon prix aurait peut-être été à 13 500, allez. Rolex Skydweller, les amis, je salue Cédric qui était venu saison 3, il est passé à un meet-up d'Alichous, je t'embrasse fort, hésite pas à me tenir au courant des évolutions. Les amis, avant qu'on enchaîne, t'as pas connu non plus le Watch Clash? Non. Il n'a pas connu le Watch Clash. Je l'ai pas connu celui-là. C'est parti, mon kiki. Alors là, attention, Watch Clash, c'est un truc, là je vais te chauffer grave. Vas-y. Watch Clash spécial montre à bracelet intégré. 8 alternatives. Okay. De ces 8 alternatives, il y en aura une en finale. Ouais. Contre ta Landweller. T'es prêt? Allez. Alors, on monte en gamme. C'est parti. Louis Erard, 2340 contre Corum Admiral. Corum Admiral. J'ai beaucoup aimé le mouvement. Corum Admiral contre Jaeger-LeCoultre Master Control chronomètre. Attention, c'est 2 innovations, 2 lancements de Watches and Wonders. Jaeger-LeCoultre Master Control. Ok. Jaeger-LeCoultre Master Control chronomètre contre IWC Ingénieur. Jaeger-LeCoultre. Jaeger-LeCoultre contre Chopard Alpine Eagle. Jaeger. Jaeger-LeCoultre contre Chapek Antarctique. Jaeger. Jaeger-LeCoultre contre Parmigiani Tonda. Non, Jaeger. Jaeger-LeCoultre contre Audemars Piguet Royal Oak. Non, Audemars Piguet Royal Oak. Ok, là il est cohérent avec ce qu'il nous raconte. Alors, là, donc la finale, là c'est ta Royal Oak finalement contre ta Landweller. Donc là c'est une montre que tu nous as dit que ce serait la seule qui resterait dans ta collection. Contre une Landweller qui est la dernière arrivée dans ta collection. Non, par rapport... Alors, je pense que vraiment, quand à un moment on aime vraiment l'horlogerie, on gardera le poids de l'histoire et la 15202, elle met la balle très haute, quoi. Ouais, mais regarde, on est encore jeune, on est vigoureux. Celle-là, dans 30 ans, elle deviendra une vintage. C'est un poids de l'histoire. Oui, c'est vrai qu'elle est rentrée en étant un marqueur chez Rolex, quoi. C'est nouveau le monde, nouveau calibre, mais... ça restera un incontournable. C'est un peu... Disons que chez Rolex, quand tu vas sortir un modèle iconique, ça va être Daytona ou Sub. Chez AP, le modèle iconique, tout de suite, ça va être une Royal Oak. Donc c'est sûr que, pour le moment, peut-être que dans 30 ans, quand je reviendrai ici, je te dirai non, au final, ça sera une Landweller.
Fred, Laquelle tu veux? saison 37. Tu te souviens? Qu'est-ce qu'on se marre, les amis? C'est vrai qu'on est à la saison 7. Hein. J'ai fait au moins plus de 300 vidéos avec des invités. C'était top. J'en ai croisé que je ne connaissais pas encore. Évidemment, les invités, oui, mais des abonnés de la chaîne à Genève la semaine dernière pour Watches and Wonders. C'était vraiment top, les amis. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire, bien évidemment. Le plus important de tout, si vous voulez soutenir Dailyshoes, c'est de partager un avis sur la plateforme. On est à 4400 quasiment sur 1500 modèles, 1600, près de 500 marques. On va bientôt dépasser les 500 marques. De plus en plus d'avis sur des marques et des modèles de haute horlogerie. Venons sur la prochaine que tu as en tête. Là. Ouais. C'est intéressant, la Yacht Master en titane 42, un modèle qui m'a beaucoup plu, qui est venu sur la chaîne, pas celle en titane, qui est en 42. La nouvelle? Ouais. Pourquoi ils sortent pas, d'après toi, une Yacht Master en 40 mm en titane? Je pense vraiment peut-être pour pas trop concurrencer une sub. Ouais, je pense qu'une Yacht Master 40 mm en titane, elle pourrait assez concurrencer la sub. Jusqu'à ce qu'ils sortent une sub en titane qui va enterrer la Yacht Master définitivement. Ce serait ton kiff, ça? Ouais, je pense que ça peut être une très très belle réussite. Ouais. Une sub en titane, je pense que ça pourrait faire... Alors, ça pourrait avant d'arriver, dites-nous en commentaire, les amis, ce que vous en pensez de cette histoire, mais avant d'arriver de l'éventuel sub en titane, très honnêtement, moi, je m'en fous, en fait, de savoir qu'ils font ça ou pas. C'est vrai que ce serait... Je pense avant tout intellectuellement intéressant. Mais tu vois, la Yacht Master, c'est une collection de deuxième niveau. Tout à fait. Pas dans le sens spec ni rien, etc. Non, mais je pense pas que quelqu'un d'imaginaire. Ouais, je pense pas que quelqu'un qui va commencer chez Rolex ira tout de suite vers une Yacht Master en titane. Voilà, je pense que c'est plutôt pour une personne qui a peut-être deux ou trois modèles chez Rolex, au moins une Daytona, une Sub, peut-être une GMT, peut-être que son 4e modèle à ce moment-là, il commencera à regarder un petit peu plus à la collection. Justement, c'est là où je veux en venir. Tu disais une Yacht Master titane ou pas d'ailleurs, mais en titane, en 40, ça peut être un peu chaud et peut-être fragiliser la Submariner. Alors ça la fragilisera... Moi, je me dis en fait non. Parce qu'il y a d'un côté... déjà, il y aura le prix qui fragilisera pas. Parce qu'à mon avis, elle sera déjà beaucoup plus élevée en prix. Donc, à mon avis, déjà, ça freinera beaucoup. Après, il faudra essayer. Moi, pour avoir pris la Yacht Master et l'avoir essayé, c'est incroyable de légèreté, quoi. Si t'enlèves un maillon, elle fait presque même pas 100 grammes. Ouais, mais tu vois, en fait, c'est pour ça que je pense que moi, je pense pas que ce soit le sujet. Je pense que la Submariner, elle a un tel historique d'utilisation professionnelle, de plongeurs reconnus, le commandant Cousteau, etc., de personnalités qui l'ont porté, etc., des tout premiers modèles historiques jusqu'aux séries à 6 chiffres aujourd'hui, avec les évolutions qu'on aime ou qu'on n'aime pas. N'oublions pas. Tout va se vintager. Bien sûr. Tu vois, même une dernière, une 126-610. Ouais, mais regarde celle qui est un peu plus bestiale, 114-060, 116-610. Un jour ou l'autre, on se dira, purée, c'était bon cette époque, un peu. Ouais, de toute façon, sportif, comme on préfère maintenant les cadrans un peu plus, les boîtiers plus petits, peut-être que dans 20 ans, on va revenir sur des boîtiers plus gros. Ça tourne, ça tourne toujours en fait. Elle a un avantage, la Yacht Master, c'est qu'elle est étanche qu'à 10 ATM. Ouais. Donc elle est beaucoup plus fine qu'une Submariner. Exactement, tout à fait. Ouais, et après, le titane qu'ils utilisent, c'est du titane grade 5. Donc c'est quand même un des titanes les plus résistants. Tu sais qu'il y a un ancien invité de la chaîne qu'on a une. Qu'est-ce que... Manu, c'est quoi cette histoire là? Manu, franchement, rappelle-moi là sur WhatsApp qu'on discute de ta Yacht Master titane en 42. Tu sais que tu es toujours le bienvenu. Ok, elle va arriver quand cette toquante là? Elle arrivera quand elle voudra. D'après ce que j'ai compris, au niveau des livraisons, ça doit être sur une boutique entre 1 et 2 par an. Donc je pense que, à mon avis, elle n'est pas prête d'arriver. Ouais. Ça va mettre du temps un peu, je pense. Ok. Ouais. Ça risque de mettre du temps parce que c'est l'une des montres qui reçoivent le moins. Actuellement. Alors, mis à part la Pepsi qui s'est arrêtée, donc eux, ils en recevaient plus du tout depuis plus d'1 an, donc c'était terminé. Et la Yacht Master, c'est 1 ou 2 par an.
Voilà, c'est ce que mon AD m'a dit. Alors, pour terminer, si tu devais lui donner un petit adjectif à cette montre que tu n'arrives pas à enlever, parce que le mec, il faut que je lui fournisse, il y a des produits pour les ongles, tu sais, pour qu'ils deviennent plus durs. Un truc de guitare, un gratteur. Un gratte. C'est quoi le petit adjectif que tu lui donnes à cette montre? Le petit adjectif, ça serait vraiment... je la trouve classe. Bah voilà. Classe. C'est un adjectif, ça? Classieux. Les amis, on s'est régalé pour ce retour de Frédéric dans le canapé. On voit que c'est un mordu de bracelet intégré. Tu nous as poussé jusqu'au bout autant que possible la nouveauté de Watches and Wonders de chez Jaeger-LeCoultre, qui a revisité un modèle des années 70. Très belle réussite. Je l'ai trouvé très très joli. Et puis ça arrive au même moment que la Corum Admiral, etc., etc. Toujours des belles choses dans le domaine. IWC était venu avec sa ingénieure, designé par Gérald Genta à l'époque, comme la Royal Oak et la Nautilus. La concurrence sur ce segment. Sur ce segment devient de plus en plus féroce. J'espère que vous êtes régalés avec le Watch Clash. J'ai essayé de mettre différentes choses et de monter en puissance en allant sur des choses plus accessibles comme la Louis Erard 2340, si je ne me trompe pas sur la référence. Exactement. Et puis d'autres après en montant et en vous présentant aussi de l'horlogerie indépendante de Chapec Antarctique ou parmi Gianni Fleurier, Tonda. Les amis, si vous voulez participer, si tu veux participer, qu'est-ce qu'il faut faire? Remplir un formulaire sur www.dailyshoes.fr ou envoyer un email sur guests au pluriel GUESTS @dailyshoes.com. Montre-moi que tu as envie de participer à la chaîne en commençant par partager un avis sur la plateforme. C'est comme ça qu'on avance ensemble. Fred, merci beaucoup. De rien. Et juste un bon anniversaire à mon beau-frère. Oh yes! Bon anniversaire, Jérémy. C'est bon. Ce programme vous est présenté par Daily Shoes, la première plateforme d'avis clients sur les montres. Des milliers de passionnés comme toi partagent leur avis sur leurs montres pour aider les autres à faire le bon choix. Rendez-vous sur www.dailyshoes.com pour raconter comment tu aimes ta montre.